Merci Zineb, merci Monsieur le Président. Je remercie tout d'abord l'AMCAR de m'avoir invité pour cette présentation si intéressante. Et je voudrais vous présenter un thème qui est, disons, d'actualité et aussi futuriste, parce que on a l'impression que c'est le TAVI est encore loin, mais on voit qu'il se rapproche de plus en plus, et le management du TAVI avec les coronaires devient de plus en plus compliqué, et c'est le sujet de mon thème. Comme vous le savez, l'association rétrécissement aortique serré et coronaropathie est très fréquente. On a l'impression que c'est uniquement 40%, mais on verra que dans la plupart des cohortes, ça va entre 70 et 80%, et d'où cette association doit être bien managée. C'est une question d'actualité. Pourquoi? Parce que le TAVI avance vite, et de plus en plus, on est passé des indications à haut risque chirurgical, puis à moyen risque chirurgical, et maintenant, progressivement, on va vers le low risque chirurgical, et dans 10 ans, je pense que le TAVI aura la prédominance dans le traitement du rétrécissement aortique. Donc, est-ce qu'il faut changer de stratégie en cas de patient qui a un rétrécissement aortique, une angioplastie, un rétrécissement aortique et une coronaropathie? C'est-à-dire, est-ce que c'est un remplacement valvulaire aortique plus un pontage, ou est-ce que c'est un TAVI avec angioplastie? Et si c'est un TAVI avec angioplastie, cette angioplastie doit se faire avant le TAVI, pendant ou après le TAVI. Donc, comme je vous l'ai dit, la prévalence chez les patients qui vont faire un TAVI, la prévalence de la maladie coronaire est très importante dans plusieurs cohortes, et notamment dans les principaux registres tels que CoreValve, Partner, tels que France 2, et tous ces éléments-là concordent à ce qu'il y ait plus de 45 à 81% de patients coronariens chez la population TAVI. Et donc, il est très, très important, quand on veut faire un TAVI, de maintenir l'accès des coronaires pour pouvoir traiter ces coronaires en cas de problème. Qu'en est-il du pronostic chez un patient qui a un TAVI et une maladie coronaire? En fait, la maladie coronaire n'impacte pratiquement pas, dans la plupart des études, la mortalité des patients qui ont un TAVI. Seules 2 études qui sont restreintes ont montré qu'il y avait une diminution de la mortalité, mais sur la plupart des études, on voit qu'on ait une maladie coronaire ou pas, les patients qui ont besoin d'un TAVI vont aller faire leur TAVI et sans altérer le pronostic. Qu'en dit les recommandations? Les recommandations 2017 parlaient, disons, de la chirurgie combinée avec le pontage, mais en ce qui concerne les recommandations sur le traitement des patients qui ont déjà eu traitement des coronariens chez des patients qui ont déjà eu un TAVI, il n'y avait pas grand-chose, à part qu'on disait qu'on pouvait faire une angioplastie chez un patient qui doit bénéficier d'un TAVI s'il a une sténose supérieure à 70%, avec des recommandations de type 2A et C, donc vraiment des recommandations assez légères. Qu'en est-il des recommandations 2021? Les recommandations de l'ESC 2021 qui sont apparues concernant le rétrécissement aortique, d'abord, il n'y a pas eu de changement en ce qui concerne les indications de la chirurgie ou du TAVI en ce qui concerne le rétrécissement aortique, c'est-à-dire qu'un patient est opérable quand il est symptomatique avec un gradient supérieur à 40 mm de mercure ou une surface aortique inférieure à 1 cm², qu'il est opérable si c'est un patient qui est asymptomatique
RAO serré asymptomatique avec une dysfonction VG, ou s'il est asymptomatique sans dysfonction VG, mais que le gradient est supérieur à 60 mm de mercure, qu'il y ait des calcifications sévères au niveau aortique ou qu'une augmentation de plus de 3 fois la normale du BNP non expliquée par une autre raison. La modalité du traitement du rétrécissement aortique en ce qui concerne les recommandations ESC 2021, ils se sont basés uniquement sur la décision du Heart Team. Heart Team qui doit décider selon l'aspect clinique, anatomique et procédural de la meilleure solution à réaliser pour notre patient porteur d'un rétrécissement aortique serré. Et donc, classiquement, les patients qui ont un rétrécissement aortique serré et dont l'âge est inférieur à 75 ans avec un Euroscore inférieur à 4%, c'était la chirurgie. Et les patients de plus de 75 ans avec un high score, c'est-à-dire supérieur à 8%, c'est plutôt le TAVI. Et entre les deux, il y a énormément de malades, et c'est ça l'intérêt du Heart Team, où on peut discuter tous les éléments cliniques, anatomiques et la façon de faire la procédure, et c'est ce qui évitera les complications. Donc, quand on va faire un TAVI, est-ce qu'il faut ignorer la maladie coronaire et se concentrer sur le TAVI? D'après ces éléments que je vous ai donnés et le pronostic, oui. S'il y a une revascularisation à faire, est-ce qu'il faudra la faire avant le TAVI? Est-ce qu'il faudra la faire au moment du TAVI? Est-ce qu'on devra la faire après le TAVI s'il y a des symptômes? Pour répondre à ces questions, il y a certaines considérations à prendre en compte. C'est que la plupart des patients qui viennent pour un TAVI, ils viennent en fait pour un rétrécissement aortique et non pas pour une maladie coronaire. Donc ça, c'est très très important. Une angioplastie faite chez un patient qui a un RAO, si elle se complique, elle est plus difficile, les complications sont plus difficiles à gérer. Troisième élément, c'est qu'on va aller de plus en plus vers des malades jeunes, des malades à moindre risque chirurgical, et donc le management est très important le management de la maladie, de la revascularisation coronaire. Quatrième point qui nous manque aussi, c'est la FFR et l'IFR dont les résultats ne sont pas connus chez un patient porteur de TAVI. Alors classiquement, quand on a une symptomatologie d'une coronaropathie évolutive, c'est-à-dire que le patient ne vient pas pour un TAVI, ne vient pas pour son rétrécissement aortique, il vient pour un non-stémie, on trouve un RAO. Là, il faut revasculariser. Et aussi quand il s'agit d'un tronc commun ou des lésions proximales assimilées à un tronc commun. Donc dans ce cas-là, quand c'est des syndromes coronaires aigus, c'est le traitement de la coronaropathie qui prime. Quand il s'agit d'un patient avec un syndrome coronaire chronique, l'étude de Trial Activation a montré qu'on pouvait faire sans problème un TAVI, surtout quand l'Euroscore est très élevé, et qu'on fasse une angioplastie ou pas, la mortalité ne changeait pas, le risque d'hospitalisation ne changeait pas. Donc, quand on n'a pas une symptomatologie angineuse ou une symptomatologie faisant évoquer une coronaropathie évolutive, il est préférable de faire le TAVI sans faire l'angioplastie auparavant. D'autant plus que si on fait l'angioplastie auparavant, on donne une biagrégation plaquettaire qui peut faire augmenter le risque hémorragique, c'est le patient TAVI. Qu'en est-il du patient après le TAVI et qui fait un syndrome coronaire aigu?
Donc, Mantiès a montré sur 142 000 patients ayant un TAVI un nombre de syndrome coronaire aigu qui n'excède pas 4,7% dans la première année. La moitié survient dans les premiers 6 mois et c'est plutôt des non-stémies dans 80% des cas et dans 9 à 10% des cas d'estémie. Sachant que quand c'est des non-stémies, le pronostic est meilleur que celui du stémie. Ces patients qui ont un syndrome coronaire aigu après le TAVI doivent être revascularisés et cette revascularisation se fait de façon intéressante et ça diminue disons, le risque de décès, de réhospitalisation ou d'infarctus quand ces patients sont revascularisés. La possibilité d'accéder au coronaire échoue uniquement dans 2% des cas. Qu'en est-il du patient qui fait un STEMI après un TAVI? Donc, c'est ce que nous rapporte Farouk, qui s'est intéressé à 42 000 TAVI qui ont fait un STEMI, donc à peu près 0,3% des patients qui ont fait un STEMI, et il a montré qu'effectivement, quand on a un STEMI et qu'on veut le traiter, on prend plus de temps, le fameux door balloon time est augmenté de 32%, et qu'on avait un taux d'échec de près de 4 fois plus qu'un patient coronarien sans TAVI. Et que bien sûr, dans le STEMI, le pronostic était assez mauvais. Stefanini s'est intéressé à ces patients-là qui viennent pour une angioplastie, qui ont un TAVI, qui viennent pour une angioplastie. Il a vu en général, c'est une incidence de 0,9%, ce qui n'est pas énorme, que le succès d'angioplastie est de 96% et qu'il n'y avait pas de différence entre les différentes valves, c'est-à-dire les balloon expandable valves ou les self-expandable valves, les deux types de valves sur le marché du TAVI. Donc, je vous rappelle que le TAVI, que les patients coronariens qui ont un TAVI, qui vont avoir un TAVI, sont de l'ordre de 40 à 75%, que le nombre d'angioplasties post-TAVI est de 3,5 à 5,7%, que le succès d'angioplastie est de 94 à 100% et que le succès d'angioplastie est de 92 à 100%. Donc, on arrive à peu près un peu moins que les chiffres normaux des patients sans prothèse. Et quels sont les facteurs influençants ces succès de cannulation de ces coronaires? Parce que ça, c'est le plus important avant de faire un TAVI. Il y a beaucoup d'éléments qui sont très importants au moment de faire le TAVI et c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur ça. Et donc, il y a des éléments anatomiques qu'il faut suggérer, c'est-à-dire les dimensions de la jonction sinotubulaire, la hauteur du sinus, les valvules, la longueur des valvules aortiques ainsi que leur calcification, la largeur du sinus de Valsalva et surtout la hauteur des ostiums coronaires. Tout ceci, ce sont des éléments anatomiques dont la Heart Team doit décider sur ces éléments-là, est-ce qu'on fait un TAVI ou un remplacement valvulaire aortique. Autre élément, c'est aussi les devices. Les devices, il faut absolument que les commissures, l'orientation commissurale soit correcte au moment de la pose du TAVI, que l'implantation, disons la profondeur d'implantation de la valve soit au bon endroit. Et là, je vous montre un peu
comment les commissures peuvent se retrouver dans le niveau B, du côté droit, en face des ostia coronaires et qui sont un critère d'occlusion coronaire. Alors que si on les place de la façon A, vous voyez que les commissures ne sont pas devant les ostiums coronaires. Et plusieurs devices utilisent certains repères aussi bien sur le device, mais aussi bien des repères au niveau angiographique qui nous permettent de voir comment éviter et bien aligner les commissures. Donc, les occlusions coronaires post-TAVI sont très fréquentes, surtout dans ce qu'on appelle le valve-in-valve, c'est-à-dire c'est des patients qui ont déjà été opérés pour une bioprothèse et qui a dégénéré, et puis on fait un TAVI pour cette dégénérescence de valve, et certaines valves sont pourvoyeuses d'occlusion coronaire, telles que la Sorine, telles que la Mitroflow, alors que les dernières valves stented bioprothésis sont, disons, il y a moins de risque d'occlusion coronaire. Ces occlusions coronaires sont augmentées de 4 fois par rapport à une valve native. Et le mécanisme le plus souvent, c'est quand on ne fait pas attention disons, à la hauteur des ostia coronaires, qui doit être toujours supérieure à 10 mm, du sinus de Valsalva, qui doit être toujours supérieur à 30 mm, de la longueur des leaflets, c'est-à-dire des valvules, mais aussi du virtuel anneau, prothétique qui doit être loin de l'ostium coronaire, qui doit être au moins à 6 mm pour qu'on n'ait pas d'occlusion coronaire. Et ceci, c'est une représentation un peu pour vous montrer qu'on fait des angioplasties chez des patients TAVI. Là, c'est la mise en place d'un stent au niveau du tronc commun. Ici, on fait toutes les procédures peuvent être faites. Ça, ceci est un rotablateur dans le cadre d'un patient qui a déjà eu un TAVI. On peut faire de l'IVUS. On peut accéder aux différents ostia coronaires gauche et droit, et parfois on utilise certains artifices, certains éléments, tels que l'extenseur de guide qui nous permet de bien cannuler l'ostium de la coronaire droite ou de la coronaire gauche. C'est ce que l'on voit ici. Et puis ceci est un petit peu certains tips and tricks qu'on utilise pour les angioplasticiens ou les cardiologues interventionnels quand il s'agit de traiter un TAVI, qu'il ne faut pas perdre son temps à absolument s'engager dans l'ostium et que l'on pouvait utiliser des extenseurs de guide qui permettent de rentrer facilement et de ne pas perdre du temps. Et en conclusion, je voulais dire que la coronaropathie est très fréquente associée avec le rétrécissement aortique, qu'il n'y a pas d'intérêt en faveur d'une angioplastie pré-TAVI dans le syndrome coronaire chronique, qu'on a plus de challenge pour faire une angioplastie post-TAVI, qu'il n'y a pas de différence d'angioplastie post-TAVI entre les différentes valves, que ce soit des ballons valves ou des self-expandable valves, et que c'est une nouvelle formation de nos futurs cardiologues interventionnels pour manager ces angioplasties post-TAVI. Je vous remercie.